Alors, je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour vous parler de ce sujet. Alors, c'est vrai que Pascal m'a très bien préparé le terrain, puisque la plupart de ses réflexions s'appliqueront également à la question spécifique des folates. Alors, l'intérêt de ce sujet tient au fait qu'au cours des dernières décennies, le métabolisme des folates et les polymorphismes qui sont liés à ce métabolisme ont été associés à un grand nombre de pathologies cardiovasculaires, neurodégénératives, néoplasiques, inflammatoires. Les relations entre folates et reproduction commencent au début des années 30 où il a été montré qu'il était possible de traiter l'anémie mégaloblastique de la grossesse par des extraits de levure. Évidemment, les auteurs à cette époque ne connaissaient pas le principe actif de leur traitement. Toujours est-il que 10 ans plus tard, l'acide folique a été découvert et à partir des années 50 et 60, on a développé des recommandations de supplémentation prénatale pour éviter cette pathologie. Une deuxième étape a commencé au début des années 90, où le lien avec les anomalies de fermeture du tube neural a été établi, et notamment la possibilité de réduire ce risque par une supplémentation, cette fois-ci non pas prénatale, mais périconceptionnelle. Alors, sur un plan de santé publique, ces recommandations ont été globalement plutôt un échec, puisque les incidences globales stagnent depuis ces recommandations, essentiellement en raison d'un manque d'information, d'une mauvaise observance et surtout du fait que la plupart des grossesses sont quand même des grossesses qui ne sont pas programmées et donc le diagnostic en effet trop tard par rapport à la période critique du tube neural. Ceci a conduit les États-Unis en 96 à recommander puis à rendre obligatoire 2 ans plus tard un enrichissement systématique des céréales et cette mesure a été reprise depuis par d'autres pays. Et cette fois-ci, les études publiées montrent une réduction effective de 30% aux USA, de 46% au Canada, de l'incidence des anomalies de fermeture du tube neural. Alors depuis, ces effets bénéfiques ont été étendus à d'autres malformations cardiaques, fente labiopalatine, voire à d'autres complications de la grossesse, comme le retard de croissance, l'hématome rétroplacentaire, la prééclampsie, sans toutefois qu'il y ait une unanimité et sans que ces effets soient réellement démontrés. Alors, tous ces effets bénéfiques ont fait l'objet d'une abondante littérature dont la revue dépasserait le cadre de mon intervention. Je vais donc m'intéresser plus particulièrement à l'impact de ces folates sur les événements plus précoces de la reproduction, gamétogénèse, fécondation, et puis les premiers stades du développement embryonnaire. Et là, il y a effectivement très peu de données disponibles. Et pour vous les synthétiser, je serai obligé de vous rappeler quelques notions de biochimie. Je serai très bref sur les données animales et je vous présenterai ensuite les principaux résultats sur l'impact de ce métabolisme en fertilité masculine et féminine. Et je terminerai par quelques éléments critiques. Alors, c'est une vitamine hydrosoluble, c'est la vitamine B9 et la structure, la voici. Elle est composée de 3 parties, un noyau pyridine, ensuite un acide paraaminobenzoïque et un ou plusieurs résidus d'acide glutamique. Ce qui fait de cette molécule une vitamine, c'est le fait que les mammifères ne peuvent pas réaliser la liaison entre la pyridine et l'acide paraaminobenzoïque, et que donc cette substance doit être apportée par l'alimentation. Il existe également une petite synthèse par la flore intestinale. La forme biologiquement active, c'est la forme réduite, c'est ce qu'on appelle le tétrahydrofolate. Alors donc découverte en 1941 à partir de feuilles d'épinards. Les sources alimentaires de cette vitamine sont donc les légumes à feuilles, les abats, certains fruits comme les agrumes, les graines, produits laitiers, et la plus grande concentration se trouve dans la levure, dont on consomme néanmoins que des quantités réduites.
Alors, la source pharmacologique, ce qu'on appelle les suppléments, se présente souvent sous forme d'acide folique. Et la différence, elle a son importance, on y reviendra tout à l'heure. Donc l'acide folique, c'est le monoglutamate non réduit, qui doit donc être d'abord réduit pour être biologiquement actif. Les fonctions biochimiques de ces folates, c'est le transport de groupements monocarbone, méthyle, méthylène, méthényl ou formyle. Alors, ces folates sont impliqués dans des voies métaboliques que je vais vous présenter très rapidement. Donc, le tétrahydrofolate, il est donc couplé à un élément monocarboné qui provient de la sérine pour former le méthylène THF. Ce méthylène THF est ensuite transformé par une enzyme qui jouera un rôle très important dans ce métabolisme, qui est la MTHFR, la méthylène tétrahydrofolate réductase, en méthyl-THF. Ce méthyl-THF, il sert principalement à la reméthylation d'un acide aminé soufré qu'on appelle l'homocystéine en méthionine. La méthionine servira donc soit à des synthèses protéiques, soit elle sera couplée à une autre molécule qui est l'adénosine pour former un autre composé extrêmement important qui est la S-adénosylméthionine. Cette molécule, c'est le donneur universel dans les réactions de méthylation. Elle abandonne son groupement méthyle pour former de la S-adénosyl-homocystéine qui, elle, est en équilibre avec l'homocystéine. Donc, on voit tout d'abord le premier impact des folates, ce sont les méthylations dont vous a parlé Pascal à l'instant. Donc, voilà le cycle de la méthionine. Alors, d'autre part, le méthyline THF sert également à la synthèse des acides nucléiques, en particulier à la transformation de l'UMP en TMP, mais également à la synthèse des purines. Et à chaque fois que les maillons monocarbonés sont abandonnés, ces folates sont recyclés pour redonner du THF et la boucle est bouclée. L'homocystéine est un acide aminé toxique qui peut être également éliminé par une autre voie qu'on appelle la transsulfuration à l'aide d'une autre enzyme importante qui est la CBS qui finalement la transforme en cystéine. Alors vous voyez que ces différentes enzymes ont des cofacteurs et on voit l'importance d'autres vitamines dans ce métabolisme, la B6, la B2 et la B12. Alors en pathologie, donc on reprend les deux cycles. Il peut y avoir des carences d'apport ou d'absorption, carences de vitamine B2, B6, B12, folate. Il peut également y avoir des déficits enzymatiques congénitaux qui sont soit des mutations inactivantes qui sont plutôt rares, comme celle de la CPS, soit des polymorphismes de certaines de ces enzymes qui peuvent théoriquement réduire ou augmenter leur activité enzymatique. Et la principale enzyme, je vous l'ai dit, c'est la MTHFR, c'est celle qui est la plus étudiée, et en particulier un polymorphisme qui se situe au niveau 677, où il y a un remplacement d'une cytosine par une thymine. C'est les variants qui sont codés par les protéines qui sont codées par ces variants ont une baisse d'activité de 70% en cas d'homozygosie, de 35% en cas d'hétérozygosie. La fréquence des génotypes TT est de 10% dans la population caucasienne. Il y a de très importantes variations géographiques et l'expression phénotypique dépend du statut en folate. Autrement dit, on peut s'attendre à des manifestations phénotypiques principalement chez les gens qui sont carencés en folate. Il y a d'autres polymorphismes sur MTHFR ainsi que sur d'autres enzymes qui sont beaucoup moins explorées et dont je vous parlerai beaucoup moins. Alors, dans ces différents cas de figure, vous avez compris que les deux cycles qui fonctionnent normalement ensemble sont perturbés et on arrive à une situation où l'homocystéine va augmenter puisqu'elle n'est plus catabolisée suffisamment et au contraire où il y a un déficit en méthionine et en acétadénosylméthionine.
Les conséquences de ces anomalies, c'est tout d'abord une altération des synthèses d'ADN, puisqu'il y a une moindre disponibilité des acides nucléiques. Alors, en ce qui concerne la reproduction, cela peut être tout à fait préjudiciable en ce qui concerne la prolifération des cellules germinales, des gonocytes primordiaux, des ovogonies jusqu'à 20 semaines de grossesse et des spermatogonies tout au long de la vie, mais également des cellules la granulosa dont vous connaissez le potentiel mitotique au cours de la folliculogénèse. Deuxième conséquence, j'y ai déjà fait allusion, c'est l'altération des réactions de méthylation. Et là encore, je vous rappelle les courbes de méthylation que vous a présentées Pascal, qui sont très importantes, notamment au niveau des gonades. Et sur le plan expérimental, on peut déméthyler des gènes, ce qui va, à l'aide de différents composés chimiques, dont la 5-asa, ce qui entraîne une altération de la spermatogenèse chez différents modèles animaux. Et le degré global de méthylation des spermatozoïdes a également été utilisé comme un facteur pronostic en FIV par l'équipe lyonnaise. Troisième conséquence, c'est l'élévation de l'homocystéine qui a un certain nombre d'effets toxiques, la sécrétion de cytokines inflammatoires, diminution du ANO, induction d'un stress oxydatif, induction également d'un stress du réticulum, qui finalement, s'il n'est pas arrêté, aboutit à l'apoptose, et enfin l'induction de réponses auto-immunes. Alors, qu'est-ce qu'on en sait sur le plan expérimental? Deux approches principalement, ce sont les régimes carencés et ensuite les modèles knockout. Alors, chez le singe rhésus, la carence en folate a été associée à une atrésie accrue, une absence de corps jaune. Chez le rat, on a observé diminution de la spermatogenèse, une inhibition de l'ovulation dans certains modèles, déjà un peu anciens, perte complète de la fertilité chez les femelles de hamster, l'utilisation d'inhibiteurs d'une autre enzyme qui était apparue dans le schéma un peu compliqué, ce sont les inhibiteurs de la DHFR qui interrompent le cycle des folates. Chez la rat et la souris, numération et mobilité des spermatozoïdes sont diminuées. Et enfin, les modèles d'inactivation des gènes, inactivation des MTHFR chez la souris, entraîne un blocage de maturation ou carrément une absence complète de cellules germinales, alors qu'aucune donnée n'est publiée à ma connaissance sur les femelles. L'inactivation de CPS n'atteint pas les mâles, mais elle atteint cette fois-ci les femelles avec différentes anomalies ovocytaires, mais aussi phytoplacentaires. Alors, qu'est-ce qu'on en sait dans l'espèce humaine? On sait tout d'abord que les folates et d'autres enzymes, d'autres vitamines importantes sont présentes dans les voies génitales masculines, que leur taux est globalement corrélé entre le plasma sanguin et le plasma séminal, qu'il y a une corrélation de certains types de folates avec la numération des spermatozoïdes et qu'il y a des FBP, donc c'est les folate binding protein, dans le liquide séminal et sur les spermatozoïdes, ce qui laisse entendre une internalisation des folates à ce niveau. Les études de supplémentation, il n'y en a pas beaucoup qui ont été publiées. La première, c'est une étude ancienne avec des doses très importantes de folate qui avait trouvé une amélioration des paramètres spermiologiques. Et puis, une autre série de travaux d'une même équipe qui avait montré que cet effet n'était significatif que si on donnait en même temps du zinc. Alors, en ce qui concerne les polymorphismes, plusieurs études ont été publiées avec des résultats toutefois un peu contradictoires. Et c'est toute la difficulté de ces études qui doivent tenir compte d'un maximum d'interactions, des interactions gène-gène, mais aussi des interactions gène-environnement, c'est-à-dire les interactions avec le statut nutritionnel des patients. Un exemple d'interaction gène-gène, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est l'existence d'un autre polymorphisme sur un autre gène qui code pour une glutathion transférase. Et lorsque les patients qui ont donc une mutation MTHFR ont un facteur de risque de stérilité,
Mais lorsqu'il présente en même temps cet autre polymorphisme, par l'intermédiaire d'une élévation du glutathion, ce TAFE est annulé. Donc c'est un exemple parmi de très nombreux autres qui montrent qu'il faut tenir compte d'un maximum d'interactions possibles. Alors, folate paternale et risque d'aneuploïdie, il y a une seule étude qui a été publiée qui montre une relation inverse entre les apports en folate et l'incidence d'anomalies chromosomiques que l'on peut mettre en évidence par fiche sur les spermatozoïdes. Nullisomie et disomie 21 ont été décrites dans cette étude qui date de cette année. Alors chez la femme, très peu d'études sur la supplémentation. J'en ai trouvé une seule qui est une étude randomisée contre placebo et qui a évalué l'apport d'un supplément nutritionnel qui est un des nombreux suppléments que les couples infertiles peuvent acheter sur Internet, qui s'appelle le Fertility Blend, et qui était un mélange de folate, de minéraux, de thé vert et d'extrait de gâtillier, qui est réputé avoir une action anti-estrogénique. Et le gâtillier, ça s'appelle encore l'Agnus castus, ou le poivre des moines, puisque les moines l'auraient utilisé pour calmer leurs ardeurs. Alors dans cette étude, il y a eu effectivement des grossesses après 3 mois, mais vous voyez que le nombre de patients sont tout à fait dérisoires. Alors folate et AMP, tout d'abord, les folates sont présents dans le liquide folliculaire, leur concentration est corrélée avec celle du plasma, et quand on supplémente, on a aussi un effet sur le liquide folliculaire, autrement dit, la supplémentation modifie le micro-environnement ovocytaire. Et certaines études ont établi des corrélations avec la maturité ovocytaire ainsi qu'avec la qualité embryonnaire morphologique. Une dernière, l'étude la plus récente, établit une corrélation avec le diamètre folliculaire, mais le mécanisme n'est pas très clair. Alors, les polymorphismes, là encore, à chaque fois qu'on s'intéresse au polymorphisme, on a des résultats qui ne sont pas univoques, mais vous voyez qu'à chaque fois, il y a des commentaires. Dans la première étude, il n'y a pas d'impact, mais ce ne sont que des patientes en première tentative, où on sait très bien qu'on a plus de grossesse. La deuxième étude trouve un effet, mais ils ne prennent que des patientes qui ont déjà eu 4 échecs. Et ainsi de suite. Le gros point faible de toutes ces études, c'est de ne pas avoir tenu compte d'un nombre suffisant de paramètres pour donner des conclusions définitives. Alors, est-ce qu'il faut supplémenter pour augmenter la fertilité? Pour l'instant, on est en attente d'une réponse. Peut-être faudra-t-il inclure le métabolisme des folates dans le bilan initial de fertilité, comme le suggère cette étude italienne de l'année dernière, où ils ont pris des patientes qui avaient une hyperhomocysténémie, qui est le meilleur reflet d'une carence en folates. Et les patientes qui avaient ainsi une augmentation de l'homocystine, ils ont divisé en 2 catégories. Une catégorie traitée par un complexe vitamine B6, B9, B12, jusqu'à normalisation de l'homocystine, et l'autre catégorie sans traitement. Et on a constaté une augmentation des chances de grossesse dans le groupe normalisé sur le plan de l'homocysténie. Alors, chez la femme, risque d'aneuploïdie, il y a plusieurs mécanismes qui sont possibles. Tout d'abord, la diminution des acides nucléiques, l'incorporation d'uracile, parce que quand la transformation UMP-DMP ne se fait plus suffisamment, les ADN polymérase vont incorporer de l'uracile dans l'ADN, qui devra être ensuite extrait de nouveau. Et puis l'hypométhylation de l'ADN dont je vous ai déjà parlé, et l'ensemble de ces phénomènes vont diminuer les capacités de réparation de l'ADN, vont induire des cassures simples ou double brin, et vont par ce biais induire des anomalies de la ségrégation au niveau de la mitose ou de la méiose. Alors, plusieurs études se sont intéressées à la trisomie 21, qui a été, pour lesquels le polymorphisme MTHFR a été considéré comme étant un facteur de risque. La dernière méta-analyse ne confirme pas cette relation. Toujours est-il qu'il faut être conscient du fait que les fœtus trisomiques 21
ont donc un chromosome trisomique, un chromosome 21 en plus. Il s'y trouve que l'enzyme CBS se trouve sur ce chromosome, elle est donc hyperexprimée, ce qui baisse artificiellement le taux d'homocystéine, et ce qui pourrait donc masquer ou compenser l'effet délétère éventuel du génotype MTHFR 677. Relation entre folate et fausse couche précoce. Il y a beaucoup d'études qui s'intéressent à cette question. Dans une majorité d'études, c'est l'excès d'homocystéine qui constitue le facteur de risque. En ce qui concerne les polymorphismes de la MTHFR, on est de nouveau devant des controverses pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Et la dernière méta-analyse, qui est un peu ancienne, n'a pas montré de résultats significatifs. Alors, je vais terminer, alors on va sauter quelques diapositives. Donc le génotype fœtal est peu étudié dans ces études. Les interactions gène-gène ont été peu étudiées. Néanmoins, il est probable qu'il existe des interactions lorsqu'il y a plusieurs mutations de MTHFR et lorsque il y a des mutations chez la mère et le fœtus. Alors, plusieurs études ont fait état d'une augmentation du risque de grossesse multiple. Là encore, les études actuelles font penser qu'il y a probablement un petit surrisque lié à la supplémentation. Et alors, je vais sauter les éléments critiques, qui étaient juste pour vous dire que il y a deux principales critiques qui sont formulées par rapport à un enrichissement en folate systématique. C'est la possibilité qui n'est pas encore démontrée que cette supplémentation sélectionne des fœtus qui ont un génotype MTHFR muté, ce qui voudrait dire que dans la population, dans les générations futures, on aurait plus de ces génotypes mutés et donc plus de risques et encore plus de besoins en folate. Et la deuxième critique, c'est le fait qu'un excès en folate a été associé à un excès de risque pour certains cancers, en particulier les cancers du sein et les cancers colorectaux. Voilà, donc je conclurai en disant que il n'y a pour l'instant pas de certitude, mais il y a un certain nombre d'arguments forts en faveur d'un rôle bénéfique des folates en fertilité, voire d'une nécessité de ces vitamines. Il y a un gros besoin d'études qui prennent en compte les interactions gène-gène et gène-nutriments, et peut-être que Rachel Lévy pourra vous parler de son projet de recherche à ce propos. Les grossesses, il ne faut pas oublier que les grossesses A1P sont des grossesses programmées par excellence et que la prévention des anomalies de fermeture du tube neural profitera certainement aussi à la fertilité. Reste la question des hommes, est-ce qu'il faut les supplémenter, et la question de la durée de supplémentation pour les patientes, puisque beaucoup de patientes ont un parcours A1P assez long et pendant des mois, voire des années, se trouvent supplémentées. En tout cas, il n'y a aucune indication de faire une supplémentation à plus forte dose que ce que recommande le Programme national nutrition santé, pour que cet élément reste un élément de médecine, comme le suggère Hippocrate, et non pas un risque. Voilà. Donc je remercie mes collègues du centre d'AMP de Nancy et de l'unité INSERM 724. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Il y a place pour une ou deux questions dans la salle ? Non, je peux juste pour donc à nouveau, je crois, il faut vraiment être étiologique. Il faut répondre à une anomalie, ne pas être excessif dans les supplémentations. Voilà, je crois que c'est un petit peu ce que tu voulais nous montrer. Par rapport au PHRC, j'espère l'année prochaine ou dans 2 ans pouvoir répondre à certaines questions qui ont été posées. Est-ce que la politique d'enrichissement des céréales aux États-Unis a eu des conséquences sur la fertilité ? Quelles ont été les conséquences ? Il n'y a à ma connaissance aucune étude qui a fait le bilan sur la question de la fertilité. Toutes ces études sont focalisées sur la pathologie malformative et on n'a pas de données sur la fertilité.
Je crois qu'il y a une question. Oui, j'aimerais savoir si les produits qu'on propose dans le commerce, qui sont multivitamines, comportent une dose suffisante en acide folique, ou est-ce que c'est un petit peu en dessous du seuil ou au-dessus? Ce que vous en pensez? Alors, les recommandations actuelles, c'est d'avoir un apport périconceptionnel de 400 microgrammes par jour. Certains produits du commerce contiennent cette dose, d'autres en contiennent un peu moins. C'est très variable et je pense qu'il est important parce que les suppléments peuvent aussi être multiples et il est important d'aborder cette question avec les patientes pour savoir déjà si elles prennent d'elles-mêmes des suppléments et si oui, quels suppléments et de voir avec elles s'il est utile d'en rajouter ou au contraire d'en retirer. Une toute dernière question. Est-ce que le dosage de l'homocystiène et à quel moment faut-il le faire chez la femme avant de la conception ou pendant? Et est-ce qu'il faut le faire également chez l'homme pour avoir une approche indirecte? Alors à quel moment? Je pense que si on veut approfondir la question du statut en folate, il faudrait le faire dans le bilan biologique que l'on fait avant de prendre en charge les patients. Mais encore une fois, ce n'est pas une recommandation actuelle et c'est plutôt, ça correspond à des programmes de recherche. Alors, est-ce qu'il faut le faire sur l'homme? D'après ce que je vous ai présenté là, d'après ce qu'on en sait à l'heure actuelle, la même question se pose pour l'homme. Et si on veut en savoir plus, effectivement, il faudrait des études qui fassent des bilans. Mais encore une fois, le problème, ce n'est pas de doser un seul élément. Vous avez vu que toutes ces questions qui tournent autour du métabolisme et de la nutrition sont extrêmement intriguées et c'est tout l'intérêt des programmes comme le PHRC auquel vient de faire allusion Rachel, de pouvoir intégrer un maximum de données pour pouvoir en tirer vraiment des conclusions valables. Joël, une question très courte et une réponse très courte. Remarquable présentation, merci, mais je suis un peu ennuyée par votre dernière diapositive. Vous nous dites il faut supplémenter, et puis vous nous marquez aussi augmentation des cancers colorectaux et mammaires. Qu'est-ce qu'on dit aux dames? Alors, j'ai été obligé de passer un peu trop vite sur réponse courte. Cette question extrêmement complexe. Non, je pense que ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas lieu de changer les recommandations du programme Nutrition Santé pour des raisons de fertilité. Non, il n'est pas sûr que l'on augmente le cancer dans cette politique de supplémentation ponctuelle à des doses raisonnables. Ponctuelles par rapport les études qui ont montré les augmentations de cancer sont des études d'exposition très prolongées sur des années, voire des dizaines d'années, telles qu'on peut les avoir aux États-Unis, en plus de l'enrichissement systématique auquel sont exposées toutes les personnes qui mangent des produits céréaliers. Donc je pense que l'exposition ponctuelle périconceptionnelle, même si elle est prolongée sur plusieurs mois, n'expose pas à ce genre de risque. Bon,